dirais que cet atelier de co-création, qui est une des grandes innovations qu'on a fait grâce à Audrey, est aussi symbolique. C'est aussi pour ça que la présence du CNC est importante au travers de celle d'Olivier. On a le plaisir, Olivier et moi, au CNC, de travailler autour de la commission expérience numérique que j'ai l'honneur de présider, avec les acteurs de la région, avec l'association des musées du Grand Est, Mireille Bénédicte Bouvier et tout à l'heure Philippe Brunella. Il y a eu un moment assez exceptionnel auquel j'ai un peu participé les premiers jours, où on a vu travailler ensemble. C'était le rêve, entre guillemets, qu'on avait avec Audrey, de faire travailler, de montrer que le muséal était aussi une partie importante de la création numérique et de la création immersive. Et c'est un appel à projet qui a été proposé, géré, accompagné ensemble. Et j'en ai retiré, pour les heures que j'y ai passées, un très très grand plaisir et aussi une compréhension très très forte de ce qui est en train de se passer entre les différents mondes, entre ceux qui ont l'habitude de la création traditionnelle et puis ceux qui vont vers tous ces univers complètement modernes et créatifs. Donc voilà ce que je voulais dire en introduction, et surtout donner un immense merci à la région Grand Est qui nous a accompagnés, à la présidente de la commission culture qui nous a fait l'honneur de rester, de nous écouter et d'interagir avec tous les intervenants, ce qui est à la fois une preuve de soutien, mais aussi une envie, je pense, d'aller plus loin. Et donc, je vais laisser la parole aux créatifs. J'attends que Philippe Brunella nous rejoigne. Et puis, je pense qu'Audrey, je te remercie encore une fois pour tout le travail qu'on a fait ensemble. Et je dirais que c'est à toi un peu de raconter ce qui s'est passé dans cet atelier. Merci Alexandre. Donc oui, je sors de 3 jours de travail d'atelier. Je vais résumer un peu ce que c'est. Je voudrais d'abord quand même que Mireille se présente avant qu'effectivement on soit rejoint par Philippe Brunella, qui est le directeur du musée de la Côte d'Or. C'est très très bizarre de s'entendre comme ça. De la Côte d'Or, pardon. Pas de la Couille. Bon, enfin bref, c'est très étrange. Mireille, si tu veux bien te présenter avant qu'on commence à discuter. Merci, bonjour à tous. Mireille Bouvet, donc je suis conservateur du patrimoine et chef du service inventaire et patrimoine à la région Grand Est, ce qui fait que nous travaillons en concertation avec l'ensemble des 122 musées de la région, mais aussi ce que j'ai appelé avec un sourire pendant les 2 ateliers, le patrimoine en liberté, c'est-à-dire le patrimoine non gardé hors des musées. Olivier, vas-y, je peux te laisser quand même te représenter. Oui. Bonjour à tous aussi, je suis Olivier Fontenay, je suis le responsable de la création numérique au CNC. Alors la création numérique au CNC, ça regroupe, c'est pas très compliqué, pratiquement tous les thèmes qui sont évoqués au KIF et même certains autres. Le jeu vidéo dont parlait Alexandre, l'art contemporain numérique, c'est-à-dire la création artistique qui s'appuie sur le numérique, et les expériences numériques que beaucoup d'entre vous ont connues sous le nom des nouveaux médias, mais les projets en réalité virtuelle, les œuvres en réalité augmentée sur les réseaux sociaux, la création numérique au sens large. Ça inclut bien sûr, dans certains cadres dont on parlera, je pense, le muséal et le patrimonial. Merci. Donc je vais revenir un petit peu en arrière et avec la genèse de l'atelier pour bien comprendre le travail qu'on a fait avec tous les participants. Quand Alexandre a commencé à développer ce forum, le KIF, qui devait avoir lieu en décembre l'année dernière, donc on a commencé à parler de tout ça l'été dernier déjà, ça fait un petit moment. Il avait envie, suite à ces discussions avec la région Grand Est, de aussi faire participer les créateurs et les potentiels producteurs de la région et dans la création immersive muséale, et de mettre en relation ces potentiels créateurs et producteurs avec des musées de la région. Ce qui effectivement m'a séduite. D'ailleurs, je ne me suis pas présentée moi-même, mais... je suis productrice en réalité virtuelle et réalité augmentée. Ça fait 23 ans que je vivais au Québec, moi aussi. Je viens de revenir en France depuis à peu près 8 mois. Et donc, normalement, je suis aussi consultante en XR, c'est-à-dire que j'accompagne en fait les producteurs, les institutions publiques, financières, les auteurs à développer des projets immersifs. Et je suis aussi notamment, je fais partie aussi de
de l'équipe de programmation du festival de Tribeca Immersive à New York. Donc voilà, donc quand Alexandre m'a approché avec cette envie-là, ce qui m'a beaucoup plu dès le départ, c'était l'idée de faire un appel d'offres d'œuvres immersives muséales, mais en relation avec les musées, c'est-à-dire pas seulement de commencer à développer des projets créatifs et éventuellement de voir après ce qu'on pourrait en faire et comment on pourrait les financer et comment on pourrait les distribuer, mais d'amener autour de la table les musées en amont pour qu'on puisse avoir une création concrète à l'issue d'un atelier. Je ne peux pas vous dire que ce soit complètement concrétisé et réalisé, mais, et je viendrai plus tard à parler de ça dans une forme de conclusion. Mais en attendant, on a donc sélectionné à la demande d'un des musées de la région une série de projets sur la thématique de l'art japonais, parce qu'on a découvert que la région et les musées de la région avaient des grosses collections d'art japonais. Et c'était aussi, pour une fois, vraiment intéressant de développer des projets autour d'une thématique et pas justement d'avoir des projets qui partaient dans tous les sens. Donc j'ai modéré et animé plusieurs années de suite un atelier de création au Québec qui s'appelle l'Atelier Grand Nord, qui est très convivial, où pendant 3-4 jours, en fait, on challenge des projets qui sont en développement avec des intervenants. On est tous ensemble avec bienveillance, mais en même temps tout en pointant du doigt les problèmes et les qualités des projets, ce qui permet en général de faire, notamment aux artistes et aux producteurs qui participent à ces ateliers-là, d'élargir leur réseau. Souvent, tous les gens qui ont participé à ces ateliers-là ont rencontré des futurs coproducteurs, des artistes avec qui ils ont envie de travailler, des intervenants qui sont devenus des prestataires de services et des amis, évidemment. Et aussi, bien sûr, de développer des compétences et des expertises. Et c'est ce que je pense qu'on voulait faire aussi avec cet atelier ici dans la région, c'était la possibilité qu'on puisse développer dans la région des expertises et des compétences en immersif muséal. Je ne sais pas si j'ai vu passer Philippe. Oui, c'est ça, non? Oui. Est-ce que tu veux te joindre à nous? Ah, il faut que tu mettes un micro. Et tu prends le micro à chef. Donc voilà, nous avons fait cet atelier lundi, mardi, on a terminé à midi. Nous avons eu 3 musées qui étaient autour de la table, dont Philippe qui est à Metz, qui nous a fait le grand plaisir et le grand honneur de nous faire visiter hier soir les lieux plus que cachés de son musée. Ce qui a donné beaucoup d'idées en fait, et d'envie à toutes les équipes qui étaient là de signer un contrat avec vous pour pouvoir créer des œuvres muséales chez vous. Donc, j'ai envie de vous entendre un peu tous les deux, à savoir, je pense que c'est un peu la première fois que vous participiez à ce genre d'exercice-là. Je vais me permettre de dire ça, mais vous êtes d'habitude quand même dans des milieux plus traditionnels, muséaux. On est rentré dans des discussions quand même assez concrètes de réalité virtuelle, réalité augmentée, de technique, de 3D, de 2D, voilà. Mais je pense que vous avez été ravis de ces 2 jours. Mireille, comment tu as vécu cette expérience? Expérience, c'est le bon mot, parce qu'effectivement, c'est la rencontre de 2 milieux qui ne se croisent pas forcément tous les jours. Et ce qui était intéressant dans cette expérience, c'est finalement d'être au début du processus de création. Et de l'être dans un cadre complètement libéré, puisqu'on n'était pas dans le cadre d'un appel d'offres, d'un budget forcément contraint par nature.
Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, moi j'ai été tout à fait sensible, voire émerveillée par la capacité d'écoute, de curiosité, d'envie de tous les ateliers qui nous entouraient et qui avaient envie de créer pour le patrimoine avec une vision très, très ouverte, pas d'idées préconçues, une notion de patrimoine très élargie, une notion aussi très respectueuse à la fois du public, de ce qui pouvait être les attentes du public, et puis de ce qui était nos attentes de professionnels, qui est la qualité du contenu du discours, même si le terme de discours est quelque chose qui me déplaît un peu. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est des débuts de réponse auxquels je ne m'attendais pas. Par exemple, on pense souvent à la création numérique comme étant l'élément attirant d'une exposition temporaire. Assez rapidement, on s'est rendu compte que les énergies mises en place et les moyens mis en place, humains, financiers et de réflexion, faisaient qu'il fallait peut-être plus qu'on réfléchisse au rôle de la création numérique dans les collections permanentes, dans un lien plus permanent. C'est-à-dire que le rapport au temps a été changé. Et ce rapport au temps entre les collections, la création numérique et son usage, il a été changé dans ce biais-là, mais également dans un autre biais, qui est assez rapidement, en tout cas pour moi, j'ai compris que cet outil pouvait être un merveilleux outil comme sas de décompression. Comme en tout début de l'atelier, tu nous as demandé ce qu'on attendait de la création numérique et j'ai dit avec un demi-sourire que c'était un antipasto, que ça devait nous donner envie de voir la suite. Et en fin d'atelier, j'ai toujours l'envie de l'antipasto, mais j'ai aussi l'envie d'un sas de décompression qui fait qu'on arrive au musée, on se pose, on est confronté à cette création numérique qui n'est quand même pas le quotidien même de tous les visiteurs, ce qui nous conduit à arriver avec un esprit, comment dirais-je, un peu nouveau ou un esprit calmé en tout cas et sans idées préconçues face aux œuvres et aux discours du musée. Et au discours, plus que le discours d'ailleurs, c'est une narration. Et puis autre élément, c'est le temps de cette création, dans le temps de la relation entre le visiteur et l'œuvre, avant, pendant, après. Et plusieurs des groupes, des ateliers, ont proposé des œuvres où finalement le visiteur pouvait être interactif, non pas dans le sens le plus quotidien du terme, qui est qu'il choisit sa pièce et il choisit le récit qu'il veut entendre, court, bref, enfant, français, anglais, mais interactif dans le sens où il peut participer à la création artistique, puisque cette création peut être en mouvement, peut être en mouvement dans le temps et évoluer. Donc tout ça, c'est des aspects auxquels on ne pense pas forcément et qui modifient de manière très positive la relation entre les collections et ses conservateurs d'une part, les visiteurs, tous visiteurs confondus, avec aussi ce constat que c'est peut-être pas pertinent de réfléchir à un produit enfant, un produit jeune adulte et un produit tout visiteur. C'est peut-être plus intéressant de choisir un produit intergénérationnel, par exemple. Donc relation entre l'œuvre, le conservateur d'un côté, le visiteur et le créateur. Un trio où chacun est à sa place, mais une place à égalité. Merci. Philippe? Alors, ça a été une expérience extraordinairement intéressante, féconde. Ça m'a ouvert les yeux sur des champs de possibles multiples. Moi, je voudrais, comme vient de le faire à l'instant Mireille Bénédicte, très profondément et sincèrement remercier tous les participants de ces ateliers, producteurs, réalisateurs, dans la technique, artistes, etc. C'était fantastique. C'était fantastique de les voir, de les entendre, de les écouter, nous parler de leur manière, de leur vision par rapport au sujet qui était à traiter, le rapport entre ce numérique et les musées. J'ai adoré. Alors, c'est devenu un joke avec les membres de cet atelier. J'ai fait un grand nombre de waouh. De waouh qui traduisaient véritablement, et c'est très sincère, l'enthousiasme qu'il génère
chez moi par rapport à tout ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu, c'est d'abord des personnes extrêmement compétentes qui ont vraiment travaillé le sujet, qui l'ont cerné et qui n'ont pas travaillé le sujet uniquement à travers quelques œuvres ou quelques thématiques d'œuvres, mais aussi, comme tu l'as dit à l'instant Mireille, qui ont travaillé le sujet dans la perspective de la transmission vers les publics. Et ça, c'était extrêmement enrichissant et intéressant. J'ai du mal à ne pas sortir le carnet de chèques, que je n'ai pas d'ailleurs, donc c'est plus simple, pour démarrer des projets avec tous ces créateurs, producteurs, inventeurs, etc. Mais le CNC va nous aider. Tu l'attendais, hein? Vraisemblablement. Je vais y aller. Très sincèrement, je pense que le souci financier sera largement diminué lorsque nos concitoyens auront eu des expériences immersives, des expériences de transmission de savoir, de narration d'histoire sur l'histoire, etc. Je pense que les problèmes financiers s'estomperont lorsque l'on se rendra compte à quel point ces outils ont une efficacité dans la transmission de la connaissance, mais aussi dans l'émotion qu'ils vont participer à faire émerger chez les visiteurs. Vous savez, dans le monde des musées, on est très attaché à l'émotion ressentie par le visiteur lorsqu'il découvre une œuvre, lorsqu'il comprend une œuvre. Ces dispositifs augmentent, transforment, accompagnent, introduisent cette émotion et la connaissance. Et donc, de ce point de vue, c'est extraordinairement enrichissant. Waouh, qu'est-ce que c'était bien. On a un parfait ambassadeur pour continuer à faire ça. Je pense qu'on va vous engager. Je pense que c'est là où on voit effectivement qu'il y a une évolution, une transformation des comportements des musées par rapport à la création immersive. Et il y a aussi cette transformation-là au CNC. J'aimerais bien en savoir un peu plus aujourd'hui sur le fait que on sait que le CNC, c'est le centre de l'audiovisuel et de l'image animée, que le programme de nouveaux médias a 2 ans et développe des projets de réalité augmentée, virtuelle, formats, toutes sortes de formats, nouvelles plateformes. Mais c'est quand même assez récent que vous participiez aussi à des œuvres muséales. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment vous en êtes arrivé à ce point de vue différent sur une œuvre numérique destinée au musée? Comment est-ce qu'elle peut être considérée comme une œuvre potentiellement éligible au CNC? Alors, du coup, je vais essayer de faire très court, mais je suis obligé de remettre un ou deux préalables. Le CNC, c'est un établissement public, bien sûr, qui dépend du ministère de la Culture, et nous sommes en charge des aides aux œuvres audiovisuelles. C'est une définition de l'audiovisuel un petit peu large, dans lequel il y a bien évidemment le cinéma, l'audiovisuel au sens œuvre télévisuelle, etc., et le numérique. Le numérique est reconnu par le CNC, la création numérique en tant que telle, depuis 2 ans. Il y a 3 piliers au CNC officiellement, le cinéma, l'audiovisuel et maintenant le numérique. Mais en pratique, le CNC aide les œuvres de type nouveaux médias depuis des années. On reparlait tout à l'heure à l'atelier, on rappelait l'existence d'un CD-ROM sur le Louvre que les plus anciens d'entre nous ont connu. Eh bien, le CNC aidait les CD-ROM à l'époque multimédia et a toujours intégré ces démarches-là. Okay. Le CNC aide la création numérique au sens très général. Il y a beaucoup de producteurs ici d'œuvres en réalité virtuelle. Et c'est vrai qu'effectivement, la question se pose depuis un moment sur le muséal et le patrimonial. Le patrimonial, au sens strict du terme, ne fait pas partie de nos missions au CNC. Notre mission est d'aider des œuvres audiovisuelles. Ça dit, sans être une mission, ce n'est pas non plus une exclusion. Alors, qu'est-ce que nous considérons comme une œuvre audiovisuelle liée à un musée? C'est justement, comme je viens de le dire mot à mot, tout ce qui va être une œuvre. Si ce qu'on nous présente est un fragment d'une exposition, mais uniquement un fragment, on ne va pas considérer que c'est une œuvre en tant que telle. Si ce qu'on nous présente est la transposition dans un univers virtuel du réel, une reprise de l'architecture des salles du musée. Je reviens au CD-ROM du Louvre d'il y a 30 ans maintenant. C'était magnifique pour l'époque, mais on avait des salles et puis on pouvait cliquer sur une image, on voyait le tableau en gros plan. De nos jours, on ne va pas considérer que c'est une œuvre.
Par contre, si des créateurs, généralement en collaboration avec les responsables du musée, vont nous amener quelque chose qui est une démarche en soi, qui est faite pour être vue au musée ou en dehors, nous, on n'a pas du tout d'exclusion là-dessus. Au contraire, on va considérer que c'est intéressant parce que ça amène un public soit nouveau, soit ça amène le public actuel à trouver une nouvelle forme et du coup à s'intéresser à différentes choses. J'ai beaucoup aimé quand vous parliez de c'est très connu dans la profession, l'effet waouh par rapport à la réalité virtuelle, parce que généralement ça marche très très bien. Parler d'émotion aussi, c'est une des choses très importantes, et surtout cette ouverture à du public. Nous considérons aussi au niveau du CNC qu'on a une vraie mission d'aider sur ces nouveaux médias, sur ces expériences numériques, les œuvres à aller vers le public. Il se trouve que chaque expérience qu'il y a eu dans un musée où des œuvres étaient proposées en réalité virtuelle a été un franc succès. C'est-à-dire quand on amène le public et qu'on lui propose une expérience comme ça, généralement ça le passionne, ça le captive. Il faut des œuvres de qualité, mais on a des créateurs de qualité. C'est une très bonne remarque, hein, vous qui les avez découverts aujourd'hui, alors nous on les connaît depuis un peu plus longtemps, on a la chance en France spécifiquement d'avoir un tissu de créateurs et de producteurs qui font des œuvres de qualité, connues dans le monde entier. Tu parlais de Tribeca, mais un festival comme Venise, où très régulièrement ce sont des œuvres françaises qui sont récompensées. Donc on a des créateurs, on a du patrimoine, on a la vocation des pouvoirs publics, des différents acteurs que nous sommes d'intervenir. Il y a des producteurs, normalement tout devrait avancer. Il faut sortir de nos chéquiers maintenant. Vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, éventuellement. C'est vrai que ce sont des dispositifs qui, tels que cela a été conçu dans les ateliers et envisagé par ces créateurs, viennent en accompagnement. Ce n'est pas une espèce d'ovni qui vient se poser dans une salle de musée. Il y a une cohérence, et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié, il y a une cohérence forte, une résonance avec les œuvres, les thèmes. Le thème choisi était autour du Japon. Il y avait une vraie résonance, il y avait une vraie valeur ajoutée au plan artistique, technique, etc. Il y avait une vraie valeur ajoutée aux collections du musée. Mais alors, on discutera dans les dossiers que l'on ne manquera pas avec mes collègues de vous transmettre. On discutera de la notion d'œuvre en tant que telle ou d'œuvre qui... Bon, et évidemment, et tout ça est tout à fait audible. La palette est très très large parce qu'on peut être dans l'antipasto, on peut être dans l'accompagnement, on peut être, de mon point de vue, sur quelque chose d'original qui vient s'ajouter et s'intégrer dans le cadre d'une exposition globale ou encore une fois être en dehors des murs. Et je pense qu'il ne faut pas se mettre de carcan, surtout sur un domaine émergent comme ça. Il faut laisser les créateurs prendre des initiatives, voir celles qui peuvent vibrer, vous, par rapport à vos attentes et au public. Et vraiment, je crois que tout est possible à ce stade. Et c'est peut-être ce qui m'a le plus passionné, c'est cette absence de carcan, effectivement. C'est à la fois la rencontre du possible et du rêve. Oui, c'est une bonne formule, je pense, oui. Oui, parce qu'on a abordé différentes possibilités de formats de création immersive, que ce soit des œuvres qui accompagnent des œuvres, des artefacts ou des œuvres muséales, mais ou que ce soit une vraie œuvre en soi, qui soit le prologue ou le préambule d'une exposition ou sa conclusion. On sent qu'il y a différents formats d'œuvres muséales possibles aussi, et ça, c'est intéressant à explorer. Ce qui m'a aussi frappé et beaucoup intéressé, c'est que ce sont des créateurs qui utilisent des œuvres du passé pour créer quelque chose de complètement nouveau. Tout comme nos anciens puisaient dans le passé, dans les œuvres d'artistes qui les ont précédés, ils se nourrissaient de ces œuvres pour créer des œuvres qui étaient très novatrices. Et donc, on est dans une forme de continuité. On est dans une forme de permanence de cette nourriture intellectuelle, artistique, de création pour conduire à des créations véritablement nouvelles et qui apportent grâce à un regard renouvelé, grâce à une technique qui n'est pas nécessairement la peinture à l'huile ou la sculpture du marbre ou que sais-je encore, qui utilise de nouveaux moyens techniques dans une maîtrise époustouflante. Il faut être très clair là-dessus. Et donc, voilà, on s'inscrit dans cette démarche. Et c'est pour cela, me semble-t-il, que dans un musée, cela a du sens.
Mais moi, j'en suis persuadé, d'autant que le CNC se bat depuis des années et des années pour faire reconnaître la création numérique en tant que telle comme un domaine culturel. On a la chance d'avoir une ministre qui a elle-même déclaré il n'y a pas très longtemps qu'elle était la ministre des jeux vidéo. Les jeux vidéo sont un des extrêmes du spectre, le pur patrimonial est à l'autre extrême. Mais tous ces aspects-là, pour nous, font partie d'une culture moderne. Réunir la notion du patrimoine, comme vous le dites, justement en ayant des créateurs modernes qui s'inspirent d'œuvres existantes, ce qui s'est effectivement toujours fait dans l'art, pour rebâtir quelque chose de nouveau, qui amène les gens à redécouvrir une partie du patrimoine, mais sous une forme qui est sans doute plus adaptée, en tout cas pour une partie du public. Ça fait partie, à mon avis, de nos missions communes, effectivement. Et puis, il y a tout un regard qui peut changer, puisque l'un des ateliers le montrait, le fait de regarder un objet de dedans et de dehors, de part et d'autre, ce qu'on ne peut pas être dans la vitrine ou être à l'intérieur de l'objet. Changer aussi la variable d'échelle, être tout petit face à un objet qui devient brusquement beaucoup plus gros, ou l'inverse. Ça change complètement le regard et l'approche de l'objet. La scénographie n'a plus grand-chose à voir avec la scénographie rigide, imposée, qui peut être excellente, mais qui, là, du coup, en plus, est en partie pilotée par le spectateur, qui peut lui-même choisir en partie sa scénographie. Il va choisir et il va avoir un regard complètement renouvelé. Et l'objet qu'il croyait connaître, il va le voir d'un nouveau regard. Et c'est intéressant même au-delà de l'exposition, ou de l'exposition permanente, puisque ça questionne la capacité de regarder ce qui nous entoure. Mais alors, le CNC n'est plus à convaincre de toute façon, c'est plus vous, en fait, finalement, aujourd'hui, qui êtes à convaincre. On a eu, j'avais invité virtuellement Anna Laura, qui est la directrice de l'innovation du Musée de la Civilisation à Québec et qui nous a fait part de certaines de leurs expériences et des statistiques qu'ils avaient sorties des expériences numériques qu'ils avaient créées autour de certaines expositions. Et les chiffres étaient très, 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 très parlants. Elle disait que normalement, une exposition traditionnelle qui n'était pas enrichi ou qui n'avait pas un volet immersif ou numérique, les gens restaient en moyenne une demi-heure dans le musée, dans l'exposition, alors qu'à partir du moment où il y avait des vraies œuvres rajoutées, numériques, les gens restaient 1h30 et en plus revenaient. Donc, je pense que moi, ma plus grosse déception de l'atelier, c'est de ne pas avoir eu davantage de gens comme vous autour de la table. Parce que je pense que moi, je faisais de la télé et du cinéma avant, donc c'était un média, j'avais personne à évangéliser. Mais là, on a l'impression, nous, en faisant de la VR, de l'AR, qu'on passe beaucoup de temps à se battre contre des moulins à vent, mais on réussit quand même à faire des choses. Et ça serait vraiment extraordinaire de pouvoir continuer à vraiment partager, échanger, collaborer et produire avec des musées en amont, d'autant plus qu'on est en train de changer certains modèles d'affaires. Maintenant, les producteurs sont coproducteurs avec les musées, le CNC. Donc, il y a des structures financières qu'on est en train de mettre en place pour bâtir des nouvelles façons de financer des œuvres muséales immersives. Donc, oui, on voudrait vraiment que vous soyez plus avec nous, quoi. Cher Audrey, vous avez déjà au moins 2 ambassadeurs extrêmement motivés et enthousiastes ici. Ce qui se passe et ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le monde des musées, comme tous les mondes d'ailleurs, ce sont des mondes qui évoluent à des rythmes qui ne sont jamais les rythmes que l'on souhaiterait. Nos projets n'avancent pas au rythme que l'on souhaite. Le mois devient une année assez rapidement, etc. Et pas seulement, et même rarement pour des problèmes financiers, mais pour d'autres raisons, parfois profondes, parfois un peu plus futiles. Le bâton de pèlerin que nous allons, Mireille et moi, prendre pour en parler à nos collègues, déjà en leur envoyant le lien vers ce KIF et les enregistrements de ces propos, le fait que le KIF existe aujourd'hui à Metz, au Centre Pompidou, ce sont des moments importants. Et de même que je le disais tout à l'heure, pour les publics, quand nos collègues vont voir les réalisations et quand on va leur montrer les courbes
de fréquentation avec et sans ces dispositifs, avec et sans ces émotions supplémentaires données au public, ils se rangeront naturellement vers ces nouveaux dispositifs d'accompagnement. Alors moi, je peux suggérer autre chose, sans faire de publicité particulière. Moi, je suis venu de Paris, c'est très pratique en TGV, c'est très rapide. Je vous invite, ceux qui le peuvent, à aller au Muséum d'histoire naturelle à Paris, musée donc scientifique et pas artistique. Et dans la galerie de l'évolution, il y a un exceptionnel travail qui a été fait en réalité augmentée avec les casques HoloLens, ce qui fait qu'on est devant une vitrine et on voit le squelette ou une reconstitution d'animal disparu, et d'un seul coup, l'animal sort de la vitrine, vient picorer des grains si c'est un dodo ou ce genre de choses. Et vraiment, c'est une expérience saisissante, spécialement pour les gens qui n'ont jamais essayé. Pour le coup, j'y étais avec du public qui découvrait la réalité augmentée, et là, le waouh effect marchait en permanence. Et c'est vraiment un exemple parmi d'autres d'une intégration complète d'une création numérique qui ajoute quelque chose, et qui me paraît une des pistes, hein, il y en a d'autres, mais une piste vraiment intéressante. Alors, je suis totalement d'accord avec vous. Le seul petit bémol, parce que là je mets ma casquette de conservateur de musée, le rôle d'un musée, c'est de conserver des collections pour les transmettre dans le meilleur état possible aux générations futures. On a échangé avec les créateurs sur la capacité et également de conserver ces œuvres numériques. C'est un élément important du patrimoine en cours de constitution actuellement. Je sais qu'un certain nombre d'institutions y veillent et veillent à ce que ces œuvres numériques puissent être transmises aux prochaines générations, bien évidemment. C'est une des missions et activités de la BNF. Tout à fait, tout à fait. Et qui déploie des trésors d'ingéniosité pour réaliser et activer cette mission. Alors, vous évoquiez le Muséum national d'histoire naturelle. On parlera demain de l'un des projets du musée de la Cour d'Or de Metz Métropole. Mais en dehors de ce projet-là, mais moi j'ai envie de me promener dans le monde antique, dans la Metz médiévale, dans la maison d'un des chanoines de la cathédrale, et de découvrir le plafond peint de ces médaillons extraordinaires qui ornaient 2 pièces de sa maison, mais avec ce que le numérique permet, les couleurs rafraîchies, ce que les études scientifiques nous ont donné, hein, comme nature de couleur, comme puissance de couleur, etc. Aujourd'hui, un peu délavé, puisque c'est un plafond du début du XIIIe siècle. J'ai envie de voir cet intérieur s'animer. J'ai 1001 envies pour voir les intérieurs, pour voir la main qui a façonné tel ou tel objet un peu ordinaire. J'ai envie de voir les meules tourner et le grain sortir. J'ai envie de voir plein de choses. J'ai envie, en fait, que le public puisse voir ce que moi, je vois déjà un petit peu grâce à des connaissances et grâce à mon imagination. On fantasmait sur la machine à voyager dans le temps quand on était jeune. La vraie machine à voyager dans le temps dont nous disposerons nos enfants, ce sera des recréations virtuelles. Il y en a déjà. Alors, l'univers du jeu vidéo, par exemple, qui dispose d'énormes budgets, a fait certains titres, par exemple de reconstitution de Paris, Florence, Venise, l'Égypte, qui semblent très réalistes et font d'ailleurs travailler des historiens. C'est des choses très réalistes. On peut discuter avec Platon en Grèce dans un jeu d'action produit par un éditeur français. Enfin, il y a des choses qui s'apparentent à ces fantasmes qui deviennent presque réalité grâce à la réalité virtuelle. Et j'ai noté de la part des créateurs, je le répète, un immense respect pour les œuvres originales et pour la connaissance scientifique sur laquelle ils s'appuient. Ils ne partent pas vers une espèce d'ailleurs sans fondement. Au contraire, ils sont extrêmement friands et ils ont besoin de la connaissance scientifique, de la connaissance des collections, de ce que peuvent apporter les historiens, les archéologues, les historiens de l'art, etc., les biologistes, les naturalistes. Ils ont besoin de ça parce qu'ils veulent construire une œuvre de création, mais qui est fondée, qui s'assoit sur des éléments extrêmement solides. Et c'est sans doute un point sur lequel il faudra insister auprès de nos collègues qui ont, pour certains d'entre eux, peur justement d'une réécriture non scientifique. Bien sûr. Et c'était vraiment flagrant. Oui. C'était vraiment flagrant. Cette qualité d'écoute, elle était quasiment émouvante. Cette qualité d'écoute qu'on a eue les uns pour les autres. Tu utilisais le terme de bienveillance, et c'est effectivement ça.
Mais généralement, les créateurs ont beaucoup de respect pour les créations. Bien et sûr. en fait, c'est quand on parle aux créateurs qu'on arrive à trouver cette qualité d'écoute et cette volonté de respecter l'œuvre d'origine. Et après, d'en faire peut-être autre chose, mais qui tient autre chose ou pas. Mais voilà. C'est une réticence que tous les milieux ont eue. Le milieu de la musique, quand la musique est passée au numérique, a dit « Mon Dieu, quelle horreur, ça va tout casser », etc. Puis cette musique générée par ordinateur, c'est bizarre. Le monde de l'image et de l'illustration, quand il y a eu la 3D, a dit « On ne va pas faire des choses en 3D, qu'est-ce que c'est que ça ?» etc. Et puis petit à petit, les créateurs arrivent à se parler. Les participants, vous auriez un mot à dire sur votre expérience? Quelqu'un, un commentaire? Je vous ai pris de court, hein. C'était bien? Bon, d'accord, Jimmy. La qualité d'écoute. Ok, ben, merci beaucoup. C'était donc un retour sur ces 3 jours formidables. On a eu beaucoup de plaisir. On a rencontré, nous, on était très heureux de se rencontrer. Et j'espère que la volonté, c'est de continuer à faire avec la région, évidemment, un suivi, d'essayer de voir si on peut essayer ces projets, ce que ces projets vivent. Évidemment, parce que l'objectif n'est pas de faire des ateliers et de s'arrêter là. C'est pas facile, mais on va continuer à accompagner tout le monde. Et puis, merci d'avoir apporté votre témoignage. Merci à toi. Merci.